le monde. Mon nom est Nino Gabrielli. Je suis l'éditeur intellectuel inavoué de cette réédition. Inavoué parce que mon nom est pas écrit comme éditeur intellectuel, et puis parce que ce livre-là, vous allez le voir aussi, c'est un vrai travail d'équipe. Je dis réédition parce que le texte a paru, comme vous le savez, une première fois en 1962. Mais aussi parce qu'il était disponible aujourd'hui sous différentes formes, la plus achevée étant de loin la belle édition critique de Jacinthe Martel en 1995 dans les mélanges littéraires. C'est paru aussi dans d'autres volumes d'Aquin, Bloc erratique, et plus récemment dans Philo et compagnie en revue. Mais pour ce qui est de l'édition de Jacinthe, je veux dire que Jacinthe, en fait, c'est une aquinienne de la première heure. C'est une inspiration et un modèle dans mes recherches. Je vais revenir sur sa contribution dans quelques instants. L'idée d'une telle publication, qui date, semble-t-il, d'il y a longtemps, vient de nul autre que Pierre Filion, le directeur général de l'EMEAC, qui est aussi l'éditeur et le copropriétaire de Bibliothèque québécoise. Donc, quand Pierre m'a demandé, il y a plus d'1 an, de participer à cette réédition-là, j'ai d'abord été très heureux. Et surtout, je me sentais privilégié de pouvoir contribuer à la réémergence d'un essai qui a sans doute nourri la réflexion moderne sur l'avenir politique du Québec. Mais j'avoue que, à mon bonheur initial, s'est ajouté quand même un immense vertige. Vertige devant un texte dragon gigantesque, et puis comme tous les classiques, qui ne se laisse jamais appréhender ni épuiser complètement. Vertige aussi devant le travail à accomplir. Accepter ce projet-là, alors même que je terminais environ 15 ans de travail sur Hubert Aquin et les médias, c'était après un marathon accepter de courir un véritable 300 mètres sprint. Donc, autrement dit, me lancer dans la fatigue culturelle du Canada français, c'était me confronter à ma propre fatigue. Donc, mais heureusement, vous le voyez, je suis pas en si mauvais état que ça, j'y suis arrivé. Donc, si vous me permettez, avant la discussion que on va avoir les 5 ensemble avec mes collègues, je vais vous dire quelques mots de cette réédition-là, puis ce qu'on y trouve. Donc, au début du projet, Pierre m'a simplement demandé si j'étais intéressé à faire une petite chronologie, là, comme tu as fait dans Hubert Aquin et les médias. Une petite chronologie. Mais quoi, au juste? Comme dans Hubert Aquin et les médias, Pierre m'a laissé toute la latitude, puis je lui en remercie. Donc, en regardant les médias, la presse écrite, les revues culturelles, bon, etc., je me suis aperçu que la réception du texte à sa publication était quand même assez mince. Donc, premier constat, il fallait aller plus loin. Donc, des années 60, j'ai poursuivi l'enquête vers les années 70, puis les années 80, 90, puis les années 2000. Et puis, à ma surprise, plus j'avançais, plus je constatais qu'on citait de plus en plus ce texte-là d'Hubert Aquin. Mais les seuls médias écrits, est-ce que ça pouvait vraiment rendre justice à la place qu'a prise cette œuvre-là dans le paysage intellectuel québécois? Pas tout à fait. Donc, j'ai élargi mes recherches aux études, aux essais, puis aux articles savants. Je trouvais que c'était pas suffisant, que c'était juste le documentaire, le non-fictionnel, donc j'ai élargi aussi aux œuvres de fiction. Donc, qui empruntaient ou qui s'inspiraient du texte d'Aquin. On parle des romans, du théâtre, des nouvelles, des films, et puis même, oui, de la chanson, qui s'en est inspirée, sans oublier les traductions puis les rééditions. Donc, de fil en aiguille, finalement, je me suis pris à compiler, sélectionner, organiser la réception, pour ainsi dire, totale du texte d'Aquin de 1962 à juillet 2025. Pour compléter la chronologie, j'ai enfin voulu ajouter ce qu'on pourrait appeler la genèse puis l'évolution des idées de la fatigue culturelle dans le reste de la production aquinienne. Les essais, le théâtre, puisque Aquin a écrit du théâtre, il y a des nouveaux textes qui sont parus ces dernières années, mais aussi la radio, la télévision et peut-être surtout le travail de cinéastes à l'ONF qui présente, comme on le voit dans la nouvelle édition, de très nombreuses résonances avec le texte. La deuxième grande question que Pierre et moi nous sommes posées, c'est celle des notes. Premièrement, Aquin lui-même avait ses propres notes. Puis, il fallait les corriger, comme il fallait corriger certaines de ses citations. C'est un texte qui a été écrit et publié à 100 000 à l'heure. Je pensais aussi, comme l'équipe de 1995, qu'il était nécessaire d'accompagner le texte de notre critique pour le contextualiser. Rappelez par exemple ce qu'était la commission Massé, la commission Tremblay.
C'est quoi la commission Tremblay? Ou la commission Laurando-Dunton. Donc, toutes des choses importantes pour comprendre la fatigue culturelle et ses suites. Je connais aussi l'esprit qui animait l'édition critique d'Aquin publiée chez BQ en 95, celle que je vous ai montrée. C'était aussi l'idée d'André Yannakopoulos, mon ami. Puis j'ai décidé d'en faire mon horizon. Cet horizon-là, c'est de donner, avec les outils qui accompagnent le texte, tout ce qu'il faut pour qu'un étudiant ou un lecteur néophyte puisse le comprendre puis l'apprécier. Et puis tout ce qu'il faut au professeur pour l'enseigner. Donc Pierre me dit, à juste titre, oui, mais il y a déjà l'édition de Jacinthe Martel. Elle reste là, les gens pourraient la consulter s'ils veulent consulter des notes. Mais la chronologie, justement, que j'avais faite montre que de très nombreuses œuvres et études ont paru depuis 31 ans, que de nouvelles œuvres d'Aquin ont été éditées aussi depuis ce temps-là, et puis, sans compter que quand même, on peut pas le nier, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts politiques et sociaux du Québec depuis 1995. Pierre et moi en sommes donc arrivés à la conclusion que les notes initiales de Jacinthe, aussi excellentes étaient-elles, pouvaient être repensées, mises à jour et élaguées à certains endroits, augmentées à d'autres. Donc, avec la complicité de Pierre et l'autorisation de Jacinthe, j'ai donc pu partir de ces notes de 1995 comme un matériau de base pour refaire un tout nouvel appareil critique. Les notes de 2026, donc, reprennent plusieurs éléments de son travail que je complète en ajoutant de nouvelles perspectives et bien sûr, vraiment ma propre signature. Donc, merci encore une fois à Jacinthe Martel pour sa confiance. Puis, comble de bonheur, tout ce travail-là est surmonté dans le livre d'une très belle préface de mon ami Jean-François Nadeau. Préface qui invite à dépasser la fatigue. C'est le dépassement de la fatigue, le titre de la préface, et dont il pourra vous entretenir. Il nous montre bien que la fatigue culturelle du Canada français, c'est certainement pas le texte d'une seule idée. Voilà en résumé un peu l'ouvrage revu et augmenté que vous avez aujourd'hui dans les mains. Je veux dire quelques merci. Merci à Pierre Filion, Karine Bernard, Hélène Lecaudet chez le MEAC et Bibliothèque québécoise, de même qu'à mes amis historiens et sociologues Pierre Berthelot, bonjour Pierre, Jean Lamarre, qui m'ont donné de fiers coups de main à la rédaction et à la validation de certaines notes à caractère historique. Merci à ma blonde Caroline, à ma famille aussi, qui ont encore une fois enduré Aquin pendant mon 300 mètres haie que j'ai décidé de faire cette année. Donc j'espère sincèrement que notre nouvelle édition sera à la hauteur de ce que Pierre Bourgault appelait, et je cite, le plus beau texte qui a été écrit sur le Québec par n'importe qui, et que notre joli petit livre nourrira votre réflexion. Donc en passant à la discussion qu'on va avoir, puis aussi au public qui pourrait être intéressé à un tel événement, je me suis dit qu'on serait dans une espèce de réunion de famille. Donc, il y aurait assez certainement dans la salle des indépendantistes, leurs cousins, cousines nationalistes, des gens de gauche, des gens de droite, voire peut-être même quelques fédéralistes égarés. Donc, je voyais ça un peu comme un genre de party de Noël où des gens qui se voient pas si souvent, à part sur les réseaux sociaux, et puis c'est peut-être mieux comme ça aussi des fois, se rencontrent donc dans la même maison. Donc, vous voyez un peu l'affaire. Mais à vrai dire, c'est ça, cette idée-là d'un party de Noël, ça me plaisait beaucoup. Puis, je vois la soirée un peu comme un genre de potluck qui voudrait être tout sauf un colloque universitaire où on coupe les cheveux en quatre. Puis encore moins un débat où on se donne des claques sur la gueule. Bon. Autant mieux l'avouer, j'ai l'intime conviction que notre famille déconcrissée, c'est un mot que j'emprunte à Dali Giroux, est quand même capable de se parler. Donc, la formule du potluck. J'ai demandé à nos 4 panélistes, à chacun des panélistes, d'apporter son plat, ou du moins, s'ils ne préparaient pas un plat à l'avance, d'apporter au moins les ingrédients pour qu'on en prépare un. Ils vont prendre la parole chacun leur tour pendant plus ou moins de 2 à 5 minutes pour soulever une ou des questions aux nationalistes ou aux indépendantistes que pose pour eux la fatigue culturelle du Canada français en 2026. C'est une sorte de clin d'œil, si vous voulez, à la série radiophonique que Michel Lacombe a faite il y a 20 ans, en 2006, qui s'appelait Hubert Aquin, 5 questions aux nationalistes d'aujourd'hui. Les interventions, donc, vont être suivies d'une période de discussion d'une quinzaine de minutes entre les panélistes et puis de questions de la salle.
Avant de commencer, je peux pas m'empêcher quand même de dire des petits mots sur vous. J'avais préparé des choses un peu formelles, mais je vais y aller un peu freestyle, OK? Donc, je veux présenter mes panélistes. Jean-François Nadeau, donc qui nous fait l'honneur d'écrire la nouvelle préface de la fatigue culturelle du Canada français, est formé en sciences politiques et en histoire et détient un doctorat donc à l'UQAM. Il a soutenu une thèse intitulée Robert Rumilly en son histoire. Donc, il a publié chez Lux Éditeur Saltan l'année dernière. Puis, je redis mon bonheur qui a écrit donc la préface du livre. Ça me donne une occasion, enfin, de te voir, mon chum, que je vois pas assez souvent. Dali Giroux. Dali Giroux a fait 300 km pour venir nous voir aujourd'hui. Elle est descendue de sa campagne outaouaise pour venir avec nous. Elle est prof à l'Université d'Ottawa. Elle y enseigne depuis 2003. C'est une spécialiste de théorie politique. Et puis, ses recherches proposent une théorie et un plan d'expérimentation des formes d'articulation entre l'espace, le langage et le pouvoir dans l'Amérique contemporaine. Dali a beaucoup publié. Son dernier livre, c'est Pensée croche. Elle a publié aussi L'œil du maître, figure de l'imaginaire colonial québécois. C'est paru chez Mémoire d'Encrier en 2020. Elle a gagné le prix Victor Barbeau et le prix Spirale et Eva Legrand pour ça. Et dans les passages que j'ai pu lire de Pensée croche, je dois dire que j'ai trouvé, tant par l'originalité des idées que tu apportes que par la langue qui les porte, c'est rare que dans des essais de philosophie au Québec, on lit le mot guidoune déconcrissé. Ça porte un vent de fraîcheur, vraiment. Mathieu, donc, est essayiste. J'ai écrit que tu étais l'essayiste, probablement au Québec, le plus médiatisé. Donc, tu as publié Bienvenue au pays de la vie ordinaire, L'Empire invisible, Ce qui meurt en nous, Quelqu'un doit parler, Dialogue sur la mort et autres problèmes insolubles. Et plus récemment, Une brève histoire de l'espoir. Donc, Mathieu est aussi éditeur chez Améac. Moi, je fais mes calculs aussi, toujours comme bibliothécaire. La dernière fois que je t'ai présenté, j'avais écrit dans ma présentation que tu avais édité 5 livres. Il y en a maintenant 10 dans la collection de l'Inconvénient. Ça va vite. Puis donc, quelqu'un qui a réfléchi à la mort, mais aussi à la question de l'espoir, en particulier dans un monde comme qui fait tout pour qu'on abandonne. Je pense que tu étais la personne idéale pour venir discuter avec nous ce soir. Finalement, Micheline Cambron. Donc, Micheline a enseigné 30 ans à l'Université de Montréal, où elle est professeure émérite depuis 2020. Micheline a dirigé le CETUC. Elle a cofondé avec Denis Saint-Jacques le CRILC, qu'elle a co-dirigé d'ailleurs avec Marie-André Baudet et Lucie Robert de 2003 à 2006. Micheline, c'est une spécialiste de littérature et de culture québécoise. Ses recherches et ses nombreuses publications sont un peu difficiles à résumer en quelques mots, mais je dirais que ça se situe à l'intersection et dans le prolongement de la sociocritique et des travaux de Paul Ricoeur. Et moi, je dirais plus largement, juste au confluent de la littérature et de l'histoire. Donc, Micheline a publié en 2023 au pluriel de l'Université de Montréal avec Daniel Poitras un ouvrage qui s'appelle L'Université de Montréal, une histoire urbaine et internationale. Puis j'ai le plaisir de travailler avec Micheline depuis quelques années à divers projets liés aux archives audiovisuelles à l'Université de Montréal. Donc, merci à vous quatre d'être là. Si ça vous convient, je propose l'ordre suivant. Jean-François, Dali, Mathieu et Micheline. Donc, Jean-François, je te laisse partir la balle. Moi, c'est la deuxième fois, au fond, que j'ai le plaisir de publier la fatigue culturelle du Canada français. La première fois comme éditeur chez Typo, il y a, je sais pas, 25 ou 30 ans ou à peu près. Le livre était épuisé, il était aux éditions 15 à ce moment-là, puis on l'avait repris pour le mettre en édition de poche. Et je me souviens d'avoir reçu une lettre d'un lecteur potentiel, j'imagine, à ce moment-là. Il n'y avait pas de courriel, puis tout ça. En tout cas, ça circulait beaucoup moins. Quelqu'un qui m'avait écrit... Pourquoi vous avez appelé ça blocs erratiques? Nous, on a fait venir ce livre-là. On est une pépinière. On s'attendait à ce que ça soit en rapport avec les fleurs et c'est pas ça. Et bon, je l'ai gardé, la lettre. Elle existe. Et donc, tout ça, c'est une boutade, si vous voulez, mais c'est vrai quand même, et ça m'apparaît quand même assez extraordinaire. Ce livre-là, Nino le disait, ce texte-là, en fait, n'a pas eu une réception si exceptionnelle que ça. Ce qui pouvait expliquer que quelqu'un peu bête, admettons-le, ne sache pas de qui il s'agit, Hubert Aquin, au moment où le livre
et publié. Et bon, Nino m'apprend que j'ai publié, je sais pas, là, plusieurs textes, en tout cas ces dernières années. Ça m'apparaît toujours assez inouï que d'un ensemble de textes particuliers, un émerge comme ça, puis fasse en sorte que des années plus tard, des gens se retrouvent autour de ce texte-là. C'est le cas, par exemple, pour André Laurando, qui avait fait un texte autour de Maurice Richard, mis au banc, où il en faisait, je me souviens plus du titre du texte, là, j'en parle à tous les 2 ans quand les Canadiens font plus ou moins les séries. Mais il y a quelque chose d'exceptionnel pour quelqu'un qui fait le métier d'écrire et qui écrit dans l'urgence, parce qu'Aquin, il devait être comme tout le monde à la dernière minute pour rendre son texte à Liberté, puis il y a des coquilles, puis Nino, évidemment, qui est un fou fanatique de la coquille, il en a trouvé même chez Aquin, les références qui sont pas exactes. Il s'en sacrait de ça, Aquin, probablement. C'est pas ça qui l'intéressait, c'est un moment dans la vie d'Hubert Aquin, probablement pour aller plus loin, et c'est comme ça, moi, au fond, que j'ai voulu m'intéresser à ce texte-là. C'est un passage qui va vers autre chose. Et tout de suite, d'ailleurs, Aquin dit que cette idée de fatigue est pas essentiellement quelque chose de figé dans sa pensée. C'est 2 ans à peine après, il dit, mais la fatigue est un état dépassé, c'est un état temporaire. Il y a donc différentes formes de crispation culturelle. Je ne vais pas parler trop longtemps, mais il y a une image qui me vient toujours assez forte au moment où on a ce rapport-là qui change au début des années 60, c'est quand Pierre Bourgault, désœuvré, part pour aller faire du théâtre en Europe et il part en bateau. Et il revient quelques mois plus tard, il revient en avion. Duplessis est mort, il est parti en bateau, Duplessis meurt entre les deux, il revient en avion. Il y a quelque chose d'un symbole, là, d'un temps qui change. Et c'est pas vrai que pour Aquin ou pour Bourgault, et ça s'exprime chez des gens de lettres de façon plus vive probablement que chez d'autres, mais chez Pierre Perrault, qui est son confrère à l'université, à Hubert Aquin. Hubert Aquin travaille au Quartier Latin et Pierre Perrault est le directeur du Quartier Latin à ce moment-là. Il y a cette angoisse-là, par exemple, par rapport à la culture. La culture qui a été transmise à l'Université de Montréal, on le voit encore dans les premières notes d'Hubert Aquin, Teilhard de Chardin, mais il y a une forme de malaise où on ne sait pas quoi faire exactement avec ça. Cette inscription-là dans la culture qui est là, qui est très profonde, au fond, qui est une culture judéo-chrétienne, mais en même temps qui nous pèse comme une sorte de poids. Chez Pierre Perrault, il y a plusieurs réflexions dans ses carnets notamment, où il dit, mais comment faire pour retrouver la glaise que je sentais petit dans mes pieds nus au bord du fleuve? Comment retrouver dans le conte, dans la parole publique qui a été celle des amis de mon père qui venaient de raconter leur histoire de chasse, comment retrouver ça dans notre littérature sans que je trébuche dans André Malraux. Et il y a un peu de ça dans cette espèce de malaise-là à l'époque du début des années 60 où Aquin arrive à une époque où au fond on a les buffets all you can eat qui commencent à arriver. Au point de vue culturel, c'est un peu la même chose aussi. Il y a plusieurs influences comme ça qui n'étaient pas aussi manifestes auparavant. Je pense qu'ils tout d'un coup s'inscrivent et peut-être que ça pèse sur cette idée de rapport culturel à la fatigue. C'est un élément, évidemment, je ne voudrais pas parler de la préface parce que c'est fait pour être lu, pas pour en parler. Dire d'abord que c'est une très belle édition qui est très sérieuse puis qui contribue à faire exister quelque chose comme une histoire des idées politiques au Québec. Je pense que c'est très important. Moi, j'avais lu ce texte-là probablement au cégep la dernière fois, c'est-à-dire ça fait 35 ans. Et donc ce texte-là existe dans ma vie culturelle, non pas en tant que spécialiste, là, fait partie de moi. Et c'était très... j'ai adoré l'exercice de le relire, parce que je savais plus, en fait, vraiment ce qu'il y avait là-dedans, une vague idée de cette fatigue culturelle, donc. Puis différentes choses me frappent. D'abord... il y a quelque chose de daté, tu sais, on peut le dire. Ce débat avec Trudeau en particulier, tu sais, quel ennui d'être obligé de débattre avec Trudeau encore et encore. Puis là, c'est Trudeau, le bon hegelien, puis là, Aquin qui essaie d'aller sur son terrain. Ah oui, mais la dialectique, c'est pas nécessairement la dialectique du particulier et de l'universel qui vont se subsumer vers une paix globale, etc.
moi, j'avais le sentiment, tu sais, OK, étudiant de maîtrise, un beau A. Tu sais, un débat de collégien, puis il répond dans l'urgence, là, il est enragé, là, il veut clouer ses clous. Puis après ça, il passe, OK, le nationalisme, c'est quelque chose de primitif et de dangereux, d'archaïque et de dangereux. Là, il doit répondre à ça. À mon avis, il répond très mal. Il répond à partir d'une position qui est encore la nôtre aujourd'hui. Et ça, je veux dire, il y a un malaise par rapport à la question du nationalisme. Il n'arrête pas de convenir. J'en conviens, ça revient à 2 reprises. Il parle à Trudeau. J'en conviens que le nationalisme, ça peut être ça, mais c'est pas. Puis là, il fait une espèce de... C'est pas très convaincant. Faut pas avoir peur de la guerre, puis il confond le conflit, puis la guerre, puis tout ça. Puis après ça, il tombe dans un argument un peu anthropologique. De facto, les nations sont polyethniques et donc, c'est un espèce de jeu un peu étrange. Après ça, il invoque la sécurité culturelle avec Senghor. Donc, on voit un peu cette espèce de ping-pong qui s'inscrit effectivement dans l'épistémé de l'époque puis qui appartient à ça. Moi, ça, je pense que c'est une partie qui a vieilli. Ceci dit, je pense qu'il reste des choses d'une pensée québécoise là-dedans qui nomment des problèmes intellectuels et politiques qui sont encore les nôtres. Et à ce titre-là, j'ai beaucoup aimé me refamiliariser avec ce texte-là, si on veut. Il dit, par rapport au nationalisme, il dit... je cite, « Le Canada français est polyethnique. Et ce serait pure folie, j'en conviens, de rêver pour le Canada français d'une nation-État, quand précisément la nation canadienne-française a fait place à une culture globale, cohérente, à base différentielle linguistique. Qu'on appelle nation ce nouvel agglomérat, je veux bien, mais alors il ne peut plus être question de la nation comme du ferment du racisme et de tous ses abominables dérivés. » Je trouve que c'est intéressant et compliqué. C'est-à-dire que nation serait le nom de quelque chose d'autre. Et dans le reste du texte, il essaye de nommer cette chose-là. Puis je pense que on est en 1962 aujourd'hui, à ce titre-là, et je trouve ça assez formidable. Je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles c'est un texte important. Ensuite, cette question de la fatigue, temporaire, tout ça, c'est vrai en même temps. Moi, je l'ai, la fatigue, là. Ça fait 25 ans que j'enseigne en Ontario. Puis cette fatigue-là, si on peut la nommer très simplement, c'est qu'on est fatigué que ce fait d'exister en tant que Québécois, ça exige d'être politique. T'sais, moi, quand je parle en français dans mon université, je suis politique. Puis il dit, on est les menstrues du Canada. On est les menstrues du Canada anglais. T'sais, on est comme le woke du Canada anglais. On se dit, on est fatigué de faire la minorité, puis on est fatigué aussi de se faire dire qu'on est égaux alors qu'on ne l'est pas. C'est épuisant, ça. Et ça, c'est une fatigue qui est là. Puis après, je me suis dit en même temps, puis c'est une réflexion que je me fais, puis tu l'as un peu évoqué, je pense, Jean-François, c'est une réflexion d'élite culturelle. Si on aborde ça, il n'y a pas de classe sociale là-dedans. On ne parle pas de la condition socio-économique des Canadiens français. Puis c'est comme ça aussi qu'il est capable d'aller placer son coin, son hiatus entre nationalisme et indépendantisme. Si tu le joues sur la culture, c'est plus facile, je pense. Et il va vers ça. Après ça, moi, il y a des formules que j'ai beaucoup aimées. D'abord, il tient au mot « révolution ». Moi, je trouve ça très le fun. On n'entend plus ça beaucoup dans le paysage québécois actuel. C'est une révolution, c'est un changement de régime. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, un changement de régime? Puis c'est au-delà de sortir ou rester dans le Canada. Il dit, puis il y a des belles phrases, il dit... c'est une culture certes décevante, mais elle a le droit d'exister de manière globale. Et ce qu'il dit, c'est que cette culture-là, ce qui la fait, c'est qu'elle est politique. Fait qu'en même temps que la fatigue, on est écœuré d'être fatigué, d'être québécois dans le Canada, en même temps, cette fatigue-là, c'est un vécu. C'est une exigence, c'est une manière d'être au monde qui n'est pas individuelle, qui est collective. Puis je trouve qu'il essaie de se situer puis d'animer une énergie politique qui serait la culture et qui la définirait. Peut-être terminer, il y a plein de choses, hein, c'est assez formidable, il y a plein de choses à dire là-dessus, mais terminer en disant qu'il est né en 1929 comme ma grand-mère qui m'a élevée. J'ai été élevée par une personne de la génération du Baraquin, puis je vois très bien, ma grand-mère est née canadienne-française, elle est morte
québécoise, tout ce passage-là, je l'ai vécu avec elle, j'en ai hérité. Et ce qui m'a épaté en lisant, c'est que je suis aquinienne, mais par osmose. Puis, tu sais, moi, j'avais quoi, 18-20 ans au référendum de 1995, mais c'était ça qu'on pensait. Le nationalisme civique qui a fait 1995, il est entièrement énoncé là-dedans en 1962. Donc, c'est une époque, tu sais, puis les coordonnées, disons, géopolitiques, économiques, culturelles sont différentes. Mais ça, c'est 1995 en 1962. En tout cas, en termes d'histoire des idées, c'est absolument fascinant. Moi, je pense que c'est la première chose qui m'a frappé en réalisant ce texte. C'est que Aquin n'est pas fatigué une minute. Mais il l'a dit d'ailleurs. Sa pensée est tonique. Il est en feu. Puis d'ailleurs, il y a un moment dans le texte, moi, qui m'a fasciné, c'est page 67. Puis là, je sentais presque le morceau imposé ou le couplet imposé. Je suis moi-même cet homme typique, errant, exorbité, fatigué de mon identité atavique et condamné à elle. Et je trouvais que ça sonnait faux. Je ne dis pas que il l'a écrit, alors il l'a écrit, mais je trouvais que par rapport à tout le reste du texte, c'était comme si c'était le passage obligé dans une sorte de misère existentielle qui me faisait penser par moments à certains passages de ce que peut écrire un Miron dans sa correspondance, quand il dit l'individu Miron est une maladie. Tu sais, par exemple, il dit ça dans une de ses lettres. Je reconnaissais ça chez Aquin comme quelque chose d'un peu, j'appellerais ça un rôle de composition. Ouais, un trait d'époque. Comme s'il essayait, c'est ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui m'a fasciné dans le texte, c'est les 3 premières pages. C'est comme un préambule. J'avais l'impression que ces 3 pages-là, il n'y a rien qui a changé. C'est-à-dire qu'on est pris dans le même problème. C'est-à-dire, au fond, il commence en disant qu'il veut essayer de penser en dehors des camps, qu'il veut essayer de transcender la polarisation. Il veut essayer d'échapper aux assignations. Là, il parle d'université où chacun a son camp, puis chacun tient sa position, puis chacun défend une position qui est cohérente idéologiquement avec un camp et avec des intérêts. Puis en même temps, on sent bien qu'il veut à la fois transcender ça, mais qu'il ne peut pas non plus s'empêcher d'entrer dans la lutte. Il dit même, en citant Sartre, la lutte, c'est l'intelligibilité, ou l'intelligibilité, c'est la lutte. Donc, autrement dit, la lutte rend évidente des positions, permet de clarifier une situation. Moi, une affaire qui m'a frappé en lisant ce texte-là, c'est que le mot Québec, à moins que je me trompe, il est nulle part. Il est nulle part. Puis c'est fascinant la phrase de Bourgault qui dit « C'est le meilleur texte, le plus beau texte écrit sur le Québec par n'importe qui. » Parce que pour moi, c'est pas innocent, puis évidemment, comprenez, c'est pas un procès à Caquin, là. C'est juste un constat, pour moi, qui est fascinant. Le mot Québec et les mots québécois, ces mots-là ne sont pas dans le texte. J'ai l'impression que d'une certaine manière, sans qu'on le sente clairement, on est peut-être en train de revenir au Canada français, intellectuellement, culturellement. Comme si la question même du Québec, qui continue bien sûr d'être pensée sur le plan politique, qui continue d'être incarnée dans l'action politique, et d'ailleurs, Aquin fait une distinction très nette entre les partis politiques qui sont dans l'action et non, c'est-à-dire pour chez qui la pensée est une action, hein, contrairement aux intellectuels qui, eux, seraient plutôt dans une contemplation, une réflexion. Le Québec serait un impensé ou redeviendrait peut-être un impensé sur le plan intellectuel et culturel. Et je me pose sincèrement la question, est-ce qu'on est encore capable, intellectuellement, de penser cette question du Québec? Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté aujourd'hui même, parce que là, je n'ai même pas encore prononcé le mot nationalisme, qui demeure pour bien des gens cette chose qu'on approche difficilement parce que il faut vraiment l'expliquer, il y a toutes sortes d'affects qui sont associés à ça. Et pourtant, j'aime beaucoup la réflexion d'Aquin quand il s'en prend à Trudeau en disant Trudeau fait l'équation nationalisme égale guerre, certes, c'est difficile de nier au XXe siècle, mais en même temps, il rappelle que les empires font la guerre aussi, et qu'il y a de toutes sortes d'empires qui ont été des empires, entre guillemets, proto-multiculturels ou multiculturels avant la lettre, l'Empire ottoman, l'Empire austro-hongrois, qui étaient fondés sur la négation même de la nation et qui faisaient la guerre. Autrement dit, Aquin dit, pour faire la guerre, on n'a pas besoin du nationalisme, on a juste besoin de fabriquer des armes
puis de vouloir les vendre, puis de, en tout cas, donc, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Je suis d'accord avec Dali sur le fait que, moi, la fatigue, c'est pas tant ce que je suis comme personne que ce que je ressens comme le produit d'un certain nombre d'événements historiques. J'ai beaucoup aimé pour ça la préface de Jean-François qui rappelle que quelques années après, Aquin, il dit hey, c'est fini la fatigue, là, tu sais. Et j'ai envie de dire que peut-être qu'au fond, il faut penser l'histoire du Québec, moi, sur le plan d'une fatalité, parce que la fatigue, c'est... Je pense qu'il y a beaucoup de gens fatigués qui se sont réclamés de ce texte. En fait, non pas tant pour comprendre Aquin que pour justifier leur propre fatigue, justifier leur propre envie de se désengager, ou leur propre paresse, ou leur propre défaitisme. Au fond, je pense qu'il faut peut-être la penser davantage sur une base cyclique. Il y a un moment où, d'ailleurs, à la fin du texte, Aquin parle de l'hiver. T'sais. Puis je trouve que, pour moi, c'est une image beaucoup plus juste. C'est qu'au fond, l'histoire du Québec, puis probablement c'est le cas, en réalité, de toute l'histoire de toutes les nations, petites et grandes, parfaitement émancipées ou pas émancipées, que de vivre des saisons, c'est-à-dire des périodes où c'est la fièvre printanière, puis où on y va, puis on fonce, puis on détruit tout, puis d'autres périodes qui sont comme des longs hivers, qui sont des... où c'est dehors novembre, puis tu sais, on sent que là, il se passe plus rien, mais mon espoir, là, parce que apparemment je suis venu pour ça, là, pour c'est qu'en fait, c'est ça, c'est justement le fait qu'à un moment donné, on peut être en hiver, mais après l'hiver, c'est le printemps. C'est jamais fini. Puis d'ailleurs, c'est jamais fini, puis c'est probablement ce qui fait qu'on est non seulement fatigué, mais j'aime la formule d'Aquin, mais fatigant. Parce que c'est vrai que dans le Canada, il y a peut-être quelque chose comme une utopie inavouée qui serait celle de l'abolition définitive de la dialectique, dans le grand tout des différences célébrées pour autant qu'elles ne soient ni exclusives ni génératrices de conflits. Et ça, c'est fatigant. C'est-à-dire, cette espèce de sentiment que, et puis c'est pas seulement vrai, je pense, au Québec, c'est vrai peut-être existentiellement, cette espèce de difficulté à exister dans la dialectique au Québec, mais au Canada, je pense qu'elle est réelle. Ceci dit, je terminerai en disant que c'est vrai que là-dessus, il y a quelque chose de daté. C'est que souvent dans le nationalisme et l'indépendantisme, il y a le fantasme du tout au Canada. C'est-à-dire l'idée que le Canada, contrairement au Québec, est une nation qui a atteint symboliquement, institutionnellement, politiquement, son émancipation. Non, on est toujours le fonctionnaire de quelqu'un. Oui. Et le Canada, c'est le laquais des États-Unis. Je veux dire, politiquement. Donc, c'est-à-dire, autrement dit, devenir un pays souverain, c'est pas le Graal. Là. Parlez-en aux Tunisiens. Ils sont souverains, mais ils sont le jouet, je dis ça parce que c'est mon beau-frère qui vient de là, ils sont le jouet d'influences étrangères qui cherchent à s'approprier leurs ressources, leur marché, leur politique. Alors là, pour moi, ça c'est important aussi. Bon, je m'arrête là. Oui, alors moi j'ai pris le texte d'un petit peu plus loin, peut-être parce que j'ai avec ce texte-là une relation lointaine que j'ai pas avec Aquin. Alors, je vais d'abord dire qui est Hubert Aquin dans mes souvenirs. Alors, pour moi, Hubert Aquin, c'est d'abord un auteur de téléthéâtre. De téléthéâtre qui était extraordinairement tourné. Moi, je me souviens là, d'images, là, de surfaces découpées avec le personnage. Alors, il y a pas eu, j'ai vérifié plutôt 4 fois qu'une, il n'y a pas eu de pièce d'Aquin qui portait sur des espions à Radio-Canada, bien qu'il ait publié quand même des choses sur des espions. Mais dans mon souvenir, c'était ça. C'était un texte d'espionnage dont j'étais absolument éblouie par la facture de ça. Là, on parle, j'avais 10 ans là, à peu près. Ensuite, j'ai lu au cégep, bien sûr, La fatigue culturelle, dont il ne m'est rien resté. Parce que, pour moi, c'était pas ça qui était intéressant. Ce qui était intéressant, c'était plutôt d'être fâché contre le méchant, c'est-à-dire Pierre-Éliott Trudeau. Et donc, le texte d'Aquin me paraissait, oui, sûrement juste, mais je pense que j'étais pas capable de m'accrocher à ça. Dans un cours, toujours au cégep, j'ai lu l'antiphonaire. Et ça, c'était toute une commande dans un cours d'été, là, de lire l'antiphonaire puis de faire des petits dessins pour essayer d'expliquer comment la narration était construite. Mais ça, j'avais aussi beaucoup aimé ça. Donc, autrement dit, pour moi, j'ai beau savoir, parce que quand même, je suis historienne de la littérature,
que l'œuvre d'Aquin, elle est principalement une œuvre d'essayiste qui brasse des idées importantes sur le Québec, sur la nation québécoise, sur la fatigue, sur toutes sortes de caractéristiques qui seraient celles de ceux qu'on appelait à l'époque les Canadiens français. Je suis pas parvenue à avoir ce sentiment-là, non plus en relisant. Et je vais quand même vous lire ce qui m'a frappé. Alors, ce qui m'a frappé dans le texte, c'est plutôt son actualité radicale. Et là, je parle pas juste du Québec. Il fait remarquer l'impasse à laquelle condamne la peur de la guerre, l'acceptation des écarts de toute nature et les discours qui se donnent pour absolument vrais. C'est ça pour lui qui est inacceptable. Et me semble-t-il, actuellement, il suffit d'ouvrir la télé, ce que peut-être certains d'entre vous font plus, moi je le fais encore, d'ouvrir la télé, d'ouvrir la radio, de lire le journal, pour s'apercevoir que ça semble pas avoir changé d'un iota. Également, comment ne pas penser aux actuelles négociations entre les États-Unis et leurs ennemis en lisant la phrase suivante. Qui sait si nos historiens de demain n'engloberont pas dans la notion de guerre les conférences sur le désarmement? C'est raccord, hein? Comment ne pas s'interroger sur l'efficacité dialectique qu'Aquin appelle de ses vœux, laquelle seule permettrait un dialogue offrant aux interlocuteurs un statut égal? Est-ce qu'il y a des lieux de discussion où les gens ont un statut égal? Je suis pas certaine. Alors, évidemment, il s'agit pas de dire que Aquin se serait contenté de décrire le réel tel qu'il a toujours existé. Je crois avec lui que c'est pas comme ça qu'il faut prendre ces questions-là. Mais ceci dit, ça me paraît une observation importante. Comment ne pas voir dans l'évocation de Maurice Richard, je cite, « Nous rêvons de fabriquer des héros plutôt qu'un État, une homologie avec la grande fièvre qui a saisi Montréal il y a quelques semaines. » Il y a là quelque chose qui, manifestement, apparaît comme un ancrage profond qui nous est donné là, je dirais, tout uniment, comme si ça allait de soi de l'évoquer. Je pense que c'est ça qui m'a le plus frappé. C'est cette espèce de, je dirais, de souplesse de la pensée et de calme dans la formulation qui fait en sorte que ça nous est donné comme un réel sur lequel on ne peut que réfléchir sans même être certain qu'on puisse y faire quoi que ce soit d'autre. Enfin, ce texte qui a été beaucoup commenté, il a plutôt été comme un objet digne d'exégèse historiographique. Hein? Il s'agissait de retrouver qui était pointé dans telle phrase, quel événement était désigné dans telle phrase. Hein? C'est pas pour rien qu'il y a des notes, tremendous footnotes. Mais je crois qu'il faudrait maintenant lire ce texte-là au présent. Sa complexité épistémologique nous invite à dépasser les lieux dans lesquels nous sommes immergés. Alors, j'ai relevé quand même des choses qui m'ont beaucoup frappé et qui m'ont, je dirais, un peu séduite, un peu comme des ouvertures qui permettraient de prolonger la réflexion. Alors, je pense par exemple à ce qu'Aquin dit lorsqu'il associe la fonctionnalisation et l'excentricité. Il les associe et puis on se dit, mais peut-être qu'il y a matière à réfléchir là-dessus. Ou encore, alors là, je vais peut-être revenir sur des choses plus proches de ce qui a déjà été dit. Un mot comme l'inimportance. Hein? Nous nous sentons inimportants. Nous vivons d'inimportance. Je veux dire, c'est un néologisme. Hein? Qu'est-ce que ça dit, ce néologisme-là, d'un rapport de force qui est immobile parce que ceux qui ont le pouvoir ne bougent pas parce qu'ils sont contents d'avoir le pouvoir, puis ceux qui n'ont pas le pouvoir ne bougent pas non plus parce qu'ils ont peur. Parce que, au fond, ce qui est le plus violent, me semble-t-il, dans ce texte-là, c'est l'évocation de la peur qui revient de manière quasiment obsédante au moment où on l'attend pas. Hein, ça revient partout. Donc,
j'aimerais conclure sur l'hiver, comme le fait Mathieu tout à l'heure, pour dire que moi, lisant le tout court paragraphe sur l'hiver, je n'ai pu m'empêcher de penser à l'hiver de force de Régent Ducharme, qui me semble être une sorte d'incarnation littéraire de ce qui a été écrit par Aquin, et qui là aussi nous invite à porter la réflexion de nature philosophique et la réflexion de nature littéraire un peu plus loin. Merci à vous quatre. Donc, on peut continuer la discussion. Moi, en fait, j'ai écrit des notes tout croche sur ma feuille en vous écoutant. Je voudrais revenir sur quelques petites choses. En fait, une idée aussi que j'ai eue en relisant, j'ai relu le texte aujourd'hui, et je me dis, il y a nécessairement deux choses chez Aquin, parce que, bon, il va dire l'État-nation, c'est une idée qui est dépassée, ça n'existe pas, ou bon. Mais en même temps, c'est mystérieux, parce que, je veux dire, Aquin croit en la nation québécoise, ça fait pas de doute. Il veut que la nation québécoise se dote d'un État, ça fait pas de doute. Mais là, il y a un petit verre dans la pomme, puis ça, je le marque dans les notes. C'est que Trudeau fait une définition repoussoire de l'État-nation, en ayant une définition extrêmement restreinte, puis typée de la nation. Puis on en a parlé. La nation, c'est la guerre. Il fait un lien de causalité et non de corrélation, de co-occurrence. Aquin note bien. Je pense qu'il a raison là-dessus. C'est peut-être pas solide comme idée. Donc, il y a de l'ambivalence, on pourrait dire comme de la polysémie, ou deux valeurs, ambivalence, dans la définition de la nation chez Aquin. Puis ce dont, en fait, l'idée que j'ai aujourd'hui, c'était, il y a peut-être deux nations chez Aquin. Puis je vous invite peut-être à lire comme ça, vous allez le voir, en fait. Je pense qu'il y a d'une part la nation, puis il y a la nation. La nation des conservateurs, puis de Duplessis avant lui. Puis ça, il les critique beaucoup, puis fortement, puis il critique leur conception de la nation. Puis, c'est pour ça, je pense qu'il y a envie. Puis il y a la nation, évidemment, la nation, ce qu'on entend tous aujourd'hui par nation, puis ce qu'il entend aussi dans son texte. Sur le nationalisme encore, Daly parlait d'Aquin qui utilise le mot « nos menstrues ». Puis, en fait, il parle aussi de fièvre jaune à un moment donné. En parlant du nationalisme, dire, écoutez, là, c'est à un moment donné, on a comme périodiquement des crises qui reviennent, puis ça sort, mais c'est du nationalisme. Puis en fait, c'est ça qu'il critique justement chez ses prédécesseurs. C'est un nationalisme un peu de pacotille, puis un nationalisme de parole seulement, qui s'incarne jamais dans l'idée plus émancipatrice qui serait que le Québec devrait se doter d'un État politique. C'est une pensée, je pense, de la mobilité. Aussi, Aquin, je pense encore Daly qui parlait de la Révolution. Il dit, c'est un très, très beau passage, en fait, que j'aimais tellement que je l'ai mis en exergue d'un de mes Hubert Aquin, les médias, le deuxième. Il dit, le progrès continu est irréversible et peut-être réel, mais selon un tel espace et une mesure si longue du temps humain que nulle révolution ne peut dogmatiquement décréter que toutes celles qui ne semblent pas la continuer sont de trop ou périmées. Donc, je trouve qu'il y a de quoi là-dedans d'intéressant. Le texte a beaucoup été laissé de côté, je pense, surtout par la gauche, justement peut-être par idée de dire, c'est une révolution périmée, en fait. Puis on s'en débarrasse, on ne le lit plus. Ce que j'ai vu dans la chronologie aussi, objectivement, c'est que qui l'avait lu et commenté ce texte-là depuis 25-30 ans? C'est beaucoup les conservateurs et la droite. C'est eux autres qui l'ont porté, ce texte-là. C'est à cause aussi d'eux autres s'il est encore un peu dans l'espace public. Puis il y a un délaissement, peut-être qu'il y a quelque chose encore. Je pense que des fois, on se fait les alliés objectifs de Trudeau quand on dit la nation, c'est quelque chose de sale. Bon, tu sais, il y a Éric Martin au Québec qui est probablement un des meilleurs penseurs, des meilleurs philosophes de la gauche, selon moi, qui dit « Hey, attendez une minute, est-ce qu'il y a quelque chose qui reste quand il n'y a plus la nation au Québec?
quand il n'y a plus la nation dans une société, si c'est pas un facteur, moi je me dis en fait, est-ce qu'on peut encore faire famille avec la nation? Est-ce que la nation, c'est une idée qui est corrompue puis qui est achetée? Est-ce que la nation aussi peut être plurielle? C'est-à-dire, est-ce que ça peut être polysémique aussi, ce mot-là? Est-ce qu'il y a juste une définition de la nation? Ou la nation, c'est pas, si on pense un peu à la définition qu'il y en a Renan, la nation, c'est le vouloir vivre ensemble d'une communauté données sur un territoire donné. Ça devrait être un facteur de rapprochement, pas un facteur du contraire, en fait. Puis je termine en disant une chose. Moi, en fait, j'étais absolument ravi de la préface de Jean-François, en particulier parce que, justement, on en a parlé, il soulignait que la fatigue culturelle du Canada français a trop souvent été étiquetée à une seule idée. C'est un peu bête, ça réduit les choses, ça le vide de son sens, l'idée de fatigue. Mais là, il y a quelque chose que j'aimerais dire. L'idée de fatigue culturelle, puis l'idée de fatigue, là, le texte, là-dedans, il commence à la page 29. Savez-vous à quelle page que le mot fatigue apparaît pour la première fois? C'est à la page 54. OK? Donc, il y a beaucoup d'autres choses dans ce texte-là. Et d'ailleurs, le passage qui traite de la fatigue, il dure à peu près 10 pages. Bon. Puis notamment, Aquin dit, c'est un passage absolument lumineux que je veux vous lire, il dit « Aujourd'hui, j'incline à penser que notre existence peut être autre chose qu'un défi permanent et que la fatigue peut cesser. » Il dit pas ça 8 ans après, il dit « dans la fatigue culturelle du Canada français ». C'est pas une tare génétique insurmontable, c'est pas notre essence. Je continue. Cette fatigue culturelle est un fait, une actualité troublante et douloureuse, il reconnaît. Mais c'est peut-être aussi le chemin de l'immanence. Un jour, nous sortirons. Un jour, hein? Il voit le futur, il voit il y a un chemin. Un jour, nous sortirons de cette lutte, vainqueurs ou vaincus. On va en sortir un jour. Chose certaine, le combat intérieur, guerre civile individuelle, se poursuit et interdit l'indifférence autant que l'euphorie. Autant la surdévalorisation que la survalorisation. La lutte est fatale, mais non sa fin. Donc, deux petites choses là-dessus. Aquin, en fait, dans le fond, Aquin est un optimiste, hein. Il va falloir commencer à un peu quand même accepter ça, pas de bord en bord. Mais Aquin, c'est l'anti-Maurice Séguin, donc qui était son maître, son prof à l'Université de Montréal. Maurice Séguin disait, là, il parlait du drame des deux impossibles. Puis ça c'était la génération de profs qui ont formé les néo-nationalistes au Québec. Donc, il parle d'un drame de deux impossibles et de l'inévitable survivance. Puis là, il dit « impossible indépendance ». Il disait ça à ses étudiants. Hein? Il disait ça à André Ferretti qui était dans ses cours. « Impossible disparition ». Premièrement. Deuxièmement. Ça, c'est le drame des deux impossibles. « Inévitable survivance dans la médiocrité ». Et pourtant, ça sortait à pleine porte de ses cours des indépendantistes. Mais il faut voir qu'il y a de la provocation là-dedans. Il y a de la provocation aussi chez Aquin. Puis, je crois aussi que chez Aquin, il y a quelque chose, en fait, dans le désespoir. Parce que oui, il y a l'idée de mort, il y a l'idée même de suicide qui est évoquée dans la fatigue à un moment donné. Mais je vois ça un peu comme, finalement, un anticorps, en fait, qui nous donne. C'est-à-dire, il nous donne le désespoir pour provoquer chez nous l'espoir. Comme Maurice Séguin, c'était connu, en fait, disait ça dans ses cours, tout le monde trouvait ça plate, tout le monde s'endormait, mais il allait à la machine à café après. Puis là, il montrait son vrai visage, puis il tensait un peu ses étudiants. Puis là, évidemment, on voyait que, OK, il y avait de la provocation là-dedans. En tout cas, mon souhait, c'est que, justement, ce texte-là d'Aquin puisse enrichir, disons, le nationalisme et, en fait, la pensée indépendantiste, plutôt. Parce que oui, en fait, plusieurs disent le nationalisme, c'est la guerre, moi je veux rien savoir de ça. Le nationalisme, Mathieu Bock-Côté est nationaliste, donc moi je veux rien savoir de ça. Mathieu Bock-Côté est indépendantiste, moi je veux pas être indépendantiste. Puis d'ailleurs, c'est quoi, si Pierre Poilievre se mettait à défendre l'environnement, peut-être que ces gens-là arrêteraient d'être environnementalistes aussi. Ça, il y a ça. Donc, j'espère que ça peut faire, ça peut ressourcer un peu la pensée indépendantiste. Ensuite, la question sur l'édition revue et augmentée, en fait,
Merci de la poser, parce que ça me donne l'occasion de l'expliquer. En fait, revue. Revue pourquoi? Le texte d'Aquin, en fait, avait toujours des coquilles dans le texte. En fait, l'édition de 1995. C'est une bonne édition, mais il y avait des coquilles. Ensuite, Aquin lui-même avait, comme je disais, des citations et des références bibliographiques. Ces citations, premièrement. Ces citations, des fois, sont inexactes. Il dit Louis XV alors que c'est Louis XI. C'est pas la même affaire. Puis, il coupe ses affaires tout croche. Donc là, on a un texte qui est beau, qui est nettoyé, pour le texte lui-même. Ensuite, dans les références d'Aquin lui-même, dans l'édition de 1995, on avait commencé un peu à travailler ça. C'est-à-dire, Aquin, première citation de Théâtre de Chardin, qui est très belle. « Il faut des nations pleinement conscientes pour une terre totale. » Il appelle une note, il dit c'est dans Théâtre de Chardin, tombe 5. C'est pas tombe 5, c'est tombe 3. Dans l'édition de 95, il garde l'erreur, puis il appelle une note, puis ils disent non, c'est pas tombe 5, c'est tombe 3. Moi, j'ai nettoyé le texte juste pour que ça soit moins lourd, puis j'ai corrigé ces références directement. Ensuite, j'ai donné aussi ce qui est pas fait dans l'édition de 95, parce qu'il faut aller lire. Imaginez-vous, Théâtre de Chardin est là de bord en bord dans ce texte-là. Il n'y a jamais quelqu'un qui écrit un texte sur les rapports de la pensée de Théâtre de Chardin puis d'Hubert Aquin. Mais notamment, parce que c'est comme ça, mais aussi parce que on sait même pas c'est dans quel texte. Dans l'édition de 95, on dit que c'est le texte « La vision du passé ». C'est le nom du livre dans lequel le texte de Théâtre de Chardin a été publié. Donc, c'est un texte, en réalité, de 1939, qu'Aquin cite en exergue, puis c'est « Les unités humaines naturelles, essai d'une biologie et d'une morale des races ». Moi, ça me donne le goût d'aller le lire. Pour voir c'est quoi. Donc, ça, c'est pour la révision. Puis ensuite, et augmenté, pourquoi? Parce que l'édition originale avait ses petits appendices et tout ça. J'ai rajouté 100 pages d'une chronologie, en fait, qui est la réception et la genèse du texte. C'est un outil, je pense, qui est majeur, ne serait-ce qu'en nombre de pages. Il y a la préface de Jean-François qui est inédite. Donc, l'édition elle-même est augmentée. Le texte d'Aquin, nécessairement, ne pouvait pas l'augmenter. J'aime beaucoup le rapport de Micheline à l'idée de ce poids, de cette douleur, de ce côté fantomatique qui nous pèse terriblement. C'est vrai qu'il y a ça. Et il y a ce côté-là chez lui comme chercheur ailleurs dans l'histoire de traces de possibles. Hein? Dans l'art de la défaite, il y a un peu ça. Il cherche quelque chose. Dans l'essai cruciforme, crucimort, il y a ça aussi. Donc, il y a un petit côté historien chez Aquin où il y a là la conscience que l'histoire, c'est aussi un réservoir de possibles. Oui. Et c'est ça qu'il voit comme potentialité, en tout cas. Et ce que Dali disait tout à l'heure, qui est assez extraordinaire, c'est « convenons, on n'a pas le bon mot », elle le cite exactement, là, on n'a pas le bon mot, mais convenons qu'on va appeler ça « nation ». Mais c'est une convention. C'est une convention de philosophes, au fond. Oui. Et là, il y a quelque chose d'une position qui est intéressante, qui me fait, c'est un peu exagéré, mais qui me fait un peu penser à ce rapport de Machiavel. Où Machiavel, très exactement, dit que de la confrontation des idées et des temporalités peut naître quelque chose de plus grand. Que c'est comme ça qu'on établit des systèmes qui sont supérieurs. Et il y a tout ça chez Aquin en même temps qui le rend d'une profonde actualité. C'est un peu ça que j'ai essayé de dire, mais bon, c'est juste une préface. Hein. C'est très vrai que les machiavéliens. Oui. C'est comme ça qu'ils s'opposent à l'hégélianisme fanfaron de Trudeau. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la République, l'état de liberté collective, tu le gagnes, tu le perds. Il n'y a pas une progression écrite infinie. Il faut se battre. Il faut se battre pour être libre. Après, la question, c'est quelle liberté, n'est-ce pas, dans cette coquille nation? Puis moi, j'ai envie de te dire, il veut pas une État-nation. Il veut vivre dans une culture globale, férocement. Il a faim, là. Il veut vivre dans une culture globale. Il veut être québécois jusqu'au bout, en tout. Il veut pas être un fonctionnaire fédéral, puis il veut pas être un intellectuel parisien. Ce qui a été nos deux choix si on voulait s'éduquer au Québec jusqu'à cette année.
Moi, j'ai fait mes études, j'arrivais à l'université dans les années 90. Je veux dire, il fallait se conformer à une certaine manière d'être, de penser, d'écrire, de parler, qui n'était pas québécoise, c'est tout. Ça existe encore, c'est ça. Il y a l'accent de l'Université de Montréal. Voilà. Ça existe De nulle part. Radio-Canada. Moi, mon grand choc, ça a été Ouais, Jean-Marc ouais. Piot dans un séminaire qui parlait comme mes parents. Qu'est-ce qui se passe? C'était formidable, tu sais. Mais c'est ça qui réclame. Et c'est quoi une culture pour Aquin? C'est quelque chose de très difficile, de très élevé. C'est les arts et c'est les sciences. C'est les arts et les sciences. C'est ça qui définit une culture globale et c'est ça qu'il veut. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup dans son élan, c'est qu'il veut pas. C'est pas qu'on réclame un butin qu'on nous aurait donc enlevé. Tu sais, il n'est pas justement dans une logique de gentil méchant. Il dit on voudrait collectivement contribuer à l'humanité par les arts et les sciences en étant entièrement québécois. Ça, c'est un très bon projet. Tout est là. Moi, tout est là. Ça marche. Fait que, tu sais, je sais pas si c'est si utile de défendre nation, nationalisme, puis s'empêtrer dans ce débat-là. Je pense pas, en tout cas, que c'est je pense pas que c'est le cadeau que Aquin nous fait avec ce texte-là. Disons ça. Moi, j'ai été frappée aussi par le fait que lorsqu'Aquin essaie de définir quelque chose qui ressemble à un élan, moi, je trouve que c'est un texte où il y a beaucoup de moments qui sont des élans. Ouais. Alors, c'est pas quelqu'un qui fait des longues périodes. Donc, c'est jamais des élans, là, tu sais, qui restent accrochés dans les scènes. Mais, quand même, il y a des élans à plusieurs moments. Moi, j'ai été très frappée par l'expression « vouloir vivre ». Il l'emploie 2 fois de manière plus significative. Il parle de « vouloir vivre culturel » puis de « vouloir vivre communautaire ». Il prend la peine de distinguer les deux. Donc, il faut imaginer que c'est peut-être pas tout à fait la même chose, mais dans les 2 cas, l'accent est mis sur la volonté. Et donc, de ce point de vue-là, je dirais la représentation de la collectivité, même fatiguée, même fatigante, c'est une représentation qui peut être dynamisée par un vouloir vivre, qui peut s'exprimer sur un mode culturel, sur un mode communautaire, dont on peut imaginer que les 2 peuvent se compléter. Et donc, il y a là, me semble-t-il, quelque chose qui est important. Maintenant, le texte d'Aquin, ça m'a encore frappé en le relisant. C'est pas un texte qui est construit avec des espèces d'effets de manche, là, tu sais. Il n'y a pas de climax, là, tu sais. Il n'y a pas un moment où tu te dis, ah là, s'il nous parlait, on applaudirait. Non. Et donc, il faut être attentif particulièrement à ces espèces de sursauts de la volonté qu'il prête à la culture et qu'il prête à la communauté. Il me semble que là, il y a une sorte de legs important.